aujourd'hui, on va se parler de reporting RSE et comment faire du rapport RSE un outil d'embarquement des publics. On va se présenter. Je suis Sigrid Bourgois, je suis directrice conseil chez Link-Up Factory depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant, donc spécialisée sur les sujets de RSE. Et Thibaut Sartori, je suis directeur de la création depuis 12 ans, la création de l'agence. Pour ceux qui ne connaissent pas, Link-Up, petite présentation. Voilà. Petite présentation rapide. Donc nous, on est une agence et un cabinet qui fait d'abord du conseil, du consulting sur toutes les problématiques RSE, donc pour aider les groupes à mettre en place leur stratégie RSE, leur feuille de route, leur plan de progrès. Mais aussi, on est une agence de communication, ce qui fait qu'on arrive à développer justement la communication qui soit justement liée à ces sujets, avec la bonne vision, le bon wording, la bonne tonalité. Quand on maîtrise le fond, c'est vrai que c'est plus facile derrière pour exprimer les choses, et c'est pour ça que notre baseline, c'est à la fois inspirer et évidemment partager, communiquer la RSE. On travaille à construire avec les marques et les groupes des démarches d'engagement ambitieuses et évidemment de les communiquer au public. Donc je ne vais pas revenir sur la stratégie RSE que j'ai déjà développée avant. On travaille aussi sur la stratégie de marque, ce qu'on appelle la stratégie de marque engagée, c'est-à-dire redescendre au niveau des marques grand public ou commerciales et vraiment mettre les engagements au cœur du marketing, en fait des services marketing et de la promesse de la marque pour en faire des leviers de préférence et de choix aux consommateurs. Et puis, on travaille aussi sur les problématiques de changement de comportement, spécifiquement en santé publique et sur des sujets liés à l'environnement. L'idée étant de faire évoluer les pratiques des individus de manière positive et durable. Et pour ça, on est agréé par le ministère de la Recherche. On est certifié Bicorp, on est membre de la communauté des entreprises à mission et Global Compact Advanced. Donc, aujourd'hui, chez Link-Up, nous, on accompagne des clients sur des rapports RSE, évidemment, et on pense que le reporting RSE est entré dans une nouvelle ère. Quand on regarde au niveau de l'opinion publique, c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, 75% des Français sont méfiants à l'égard des engagements sociaux et environnementaux des entreprises. En fait, 42% jugent l'engagement des entreprises superficiel. C'est-à-dire que derrière les déclarations et les communications des entreprises, le public voit des actions qui sont souvent peu engageantes, peu coûteuses et surtout qui ne durent pas dans le temps. Donc il y a un hiatus entre les pratiques, puisque les entreprises s'engagent de plus en plus, et la perception du public par rapport à ce qu'elles en racontent. Au sein des entreprises, il y a une méconnaissance aussi du sujet de la RSE en tant que tel. Uniquement 29% des salariés aujourd'hui avouent connaître précisément ce que représente la RSE. Ce qui fait que, évidemment, toute logique, elles ont du mal à appréhender les actions et les politiques RSE qui sont mises en place par leur propre entreprise. Et donc, seulement 35% aujourd'hui des salariés jugent positivement les actions qui sont développées par leurs entreprises. Donc, d'abord une méconnaissance et ensuite une perception aussi qui est souvent biaisée. Et puis, voilà, les jeunes générations ont beaucoup évolué. Donc, il y a ce manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a été fondé il y a 4 ans maintenant, hein, par des grandes écoles, qui continue à être porté par un collectif qui rassemble aujourd'hui 400 établissements en Europe et qui continue à aller à la rencontre des entreprises, à discuter avec les entreprises. Il y a même des écoles aujourd'hui qui arrivent à empêcher les collaborations, des mécénats vis-à-vis de certaines entreprises qu'elles estiment pas assez engagées ou faisant du greenwashing. Donc il y a vraiment une opinion qui est en train de se transformer. Et c'est pour ça que le rapport RSE, même si à la base c'est un exercice encadré, régulé, normé, de plus en plus depuis la DPEF, et ça va continuer à s'enrichir avec les nouvelles obligations que sont la CSRD ou la taxonomie,
Mais pour nous, il s'agit de dépasser en fait aujourd'hui cet exercice de conformité, car le rapport en fait il est consulté aujourd'hui par un énorme nombre de parties prenantes, et pas uniquement des experts, pas uniquement des financiers, mais les ONG, des citoyens engagés et évidemment les partenaires d'entreprise, les fournisseurs, les collectivités. Et toutes ces parties prenantes attendent en fait que l'entreprise soit capable de démontrer sa performance durable, et c'est à la fois l'objet du rapport et c'est le meilleur endroit pour le faire. Aujourd'hui, on constate qu'on se dirige en fait vers une norme sociale de l'engagement, où les entreprises ne doivent plus se contenter de limiter les effets négatifs de leurs activités. Ça, c'était le contrat de base qui était encore vrai il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin en ayant vraiment un impact positif sur les sujets environnementaux et sociétaux, et en révélant son utilité sociétale. Voilà, je ne vais pas revenir sur le rapport du GIEC qui est sorti il y a une semaine, ne serait-ce que sur la problématique du réchauffement du carbone. Il y a aujourd'hui une nécessité d'accélérer absolument si on veut rester dans un réchauffement contraint à 1,5 degré. Donc nous, on pense vraiment que le rapport RSE peut devenir un véritable outil de communication. D'abord, c'est un outil qui est extrêmement puissant, puisque c'est un outil qui est le seul qui peut donner à voir l'exhaustivité de l'entreprise, à la fois de ses engagements, de ses actions et de ce qu'elle fait. C'est un peu le média de l'entreprise, en fait, le premier média de l'entreprise, le rapport RSE, et il permet d'aller au cœur du sujet et d'étayer les actions. Et on pense qu'il peut être attractif. Le rapport RSE n'est pas forcément quelque chose d'ennuyeux. C'est pas parce qu'il vient d'un contexte un petit peu réglementaire qu'il ne peut pas être créatif, dans le sens de vivant, accessible, imagé. Il est riche de contenu en lien avec ce que je disais juste avant, parce que c'est vrai qu'on a la possibilité de mettre en scène plein de choses, et il peut inspirer à la fois les publics externes, en donnant à voir la vérité de ce que l'entreprise accomplit, et puis évidemment les publics internes, puisqu'il est une source de motivation et de fierté sur la contribution de l'entreprise. Et le rapport est quelque chose d'extrêmement identitaire. Il n'y a pas un rapport, chaque entreprise est unique, chaque rapport doit être unique. Et il doit être le reflet de vraiment ce qu'est l'entreprise dans sa profondeur et sa véracité. Et il est à même de construire vraiment l'image de l'entreprise et d'être un vecteur juste de cette image. Voilà, donc en fait, un principe général à l'agence, c'est d'envisager le rapport comme un voyage au sein de l'entreprise, une invitation à l'immersion, une expérience de l'intérieur. En fait, le principe, c'est un petit peu de passer au-delà du rideau où l'on projette habituellement la communication, la publicité, etc., dans toutes ses formes, pour vivre une expérience réelle. En fait, c'est un petit peu ce qu'on veut proposer. Le rapport RSE, c'est un peu un making-of de l'histoire qu'on va raconter et qui va être un petit peu romancé parfois dans la communication. Là, on a vraiment besoin de vivre cette expérience de l'intérieur, comme si vraiment il s'agissait d'un voyage. Donc, on vous propose donc aujourd'hui 6 principes pour rendre ce rapport RSE plus communicant et surtout plus efficace. Mais il est évident que cet exercice reste un exercice 100% sur mesure et évidemment tout est repensé pour chaque entreprise, pour chaque marque. Et d'où cette importance de connaître vraiment à fond le contexte de la marque et de l'entreprise. Et c'est là où c'est peut-être plus facile et plus simple pour nous, dans la réalisation et dans cet acte créatif, de maîtriser vraiment à 150% l'entreprise et tout son contexte. Et parfois, on est sur des sujets un petit peu délicats. Donc, c'est vraiment très, très important de maîtriser tout le contexte du marché et de ce que doit transmettre la marque. Et le métier de l'entreprise. Premier principe, on peut être sur des sujets qui sont techniques, qui sont complexes à la base,
Les sujets de la RSE, ils sont nombreux aussi, mais tout le sujet, c'est de les rendre clairs et accessibles. Aujourd'hui, on apprend le développement durable à l'école, on fait des fresques du climat, des fresques de la biodiversité, des fresques de la diversité, et nous, on pense que la RSE, ce n'est plus un sujet de spécialiste, qu'elle peut parler au plus grand nombre. La condition, c'est de la vulgariser, donc d'être pédagogique et de déspécialiser les sujets de la RSE. On va vous montrer un exemple d'un acteur assez avancé que vous connaissez certainement, qui est Patagonia. C'est une petite vidéo, en fait, tu peux lancer, ouais, donc sur le rapport digital en fait, de Patagonia, dans la rubrique Impact de l'industrie. La marque a fait une petite vidéo qui explique simplement et efficacement le lien entre le réchauffement climatique et les pratiques industrielles, les problèmes générés par la fast fashion et les manières de consommer. Et la marque met en avant des solutions qu'elle propose pour lutter contre ça. Donc c'est faire baisser ses émissions, faire du recyclage, changer les pratiques agricoles au niveau des matières premières, évidemment défendre les droits humains, et dans sa volonté d'impliquer aussi les consommateurs. Patagonia explique comment la marque peut agir avec les consos. Et tout ça avec des mots extrêmement simples, ça va un peu vite, hein, mais dans une forme très pédagogique, limite ludique, sur des sujets qui sont sérieux et complexes, et aussi une tonalité qui est porteuse d'espoir. Donc une capacité à expliquer simplement des problèmes compliqués au plus grand nombre. Deuxième principe, celui de montrer la réalité, d'être dans la vérité. Ça ne veut pas dire forcément faire une transparence totale, mais de montrer une réalité qui est mise en scène, mais qui n'est jamais fausse, jamais trompeuse. L'idée, c'est de montrer la réalité de l'entreprise sans l'embellir plus que ça, mais surtout de ne pas laisser en fait l'imaginaire des gens construire une fausse image et faite de clichés et d'archétypes, et d'aller montrer les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles sont montrables. Donc là, on a sélectionné deux exemples assez différents. Une marque internationale qui est Lacoste, et puis une PMI française qui fabrique des rillettes. Donc en haut, vous avez cette image très proche de la marque et de tout son univers, etc. L'idée, ça va être justement de montrer cette réalité mise en scène, d'incarner, de montrer les gens qui travaillent, etc. Et de montrer vraiment que plutôt que laisser de la place à l'imaginaire, c'est-à-dire à imaginer des champs de coton avec des enfants qui travaillent, etc., c'est vraiment de montrer les choses, que ce soit à la source, c'est-à-dire là en l'occurrence sur la culture du coton, dans la transformation dans les usines. Et là, par exemple, on a une photo de la fondation qui montre aussi les applications de la RSE de la marque. Donc ça, c'est un rapport, je te coupe 2 secondes, Ouais. c'est un rapport qu'on a fait l'année dernière pour la marque Lacoste, qui est toujours consultable en ligne, et que vous pourrez aller voir, qui applique à peu près tous les principes dont on parle aujourd'hui. Voilà, l'idée, c'est que qu'on m'offre une image de la réalité qui arrête mon imaginaire. Sur Prunier, bon, j'ai pris un exemple un peu extrême parce que, évidemment, on voit cette image qui n'est pas forcément loin de la réalité, de ce panier de pique-nique à la campagne, etc. Bon. Et on se dit, et souvent les publicitaires sont un petit peu réticents à ça, de comment montrer la réalité des choses. Et dès qu'on rentre dans une usine, si vous voulez, il y a un facteur humain, on est touché par la fierté des gens, etc. Et on arrive toujours à mettre en scène et à montrer les choses, que ce soit sur les ingrédients, sur la façon de faire, etc. Et c'est très très important justement voilà, de montrer cette réalité mise en scène. Après, c'est un équilibre sur l'ensemble du rapport RSE où on va montrer quand même des images qui appartiennent à la marque, des images qui appartiennent aux produits, des images qui appartiennent à l'aspect social. Voilà, c'est un équilibre de tout ce qu'on va montrer dans l'ensemble du rapport.
Donc, troisième principe, faire passer l'authenticité incarnée en justesse. Donc, le nerf de la guerre, c'est un petit peu, la franchise. C'est-à-dire que la tonalité qui doit être choisie dans le discours, c'est l'essentiel, c'est que de générer de la confiance et que les gens vous croient, d'où ce principe de franchise. Éviter que ce soit une entreprise, voire un industriel qui s'adresse à des consommateurs. Moi, j'imagine souvent le principe d'un dîner en ville où, en fait, on va aborder le sujet, par exemple, de l'huile de palme, et puis va y avoir des conversations assez violentes qui vont parler d'une marque que je ne vais pas citer, mais que tout le monde a en tête. Et moi, je trouve que c'est un principe qui est un petit peu injuste. Donc, généralement, comme je connais bien la problématique, je défends le sujet et on s'aperçoit que finalement, dans cette relation d'homme à homme avec un grand H, euh, on peut amener des arguments dans le calme et la franchise est beaucoup plus grande. Donc, d'où l'importance, on va le voir après dans plusieurs exemples, de mettre en avant les personnes qui représentent la marque et l'entreprise. Et puis parce que c'est elles qui agissent au quotidien. On dit souvent l'opinion n'a pas forcément confiance dans des organisations, des entreprises. Mais par contre, quand on montre les hommes et les femmes qui sont voilà, leurs alter ego et qui sont en fait à la manœuvre dans l'entreprise, il y a évidemment voilà, une transformation qui s'opère et le capital confiance se forge. Donc deux exemples. L'exemple de Carrefour, qui a choisi dans son dernier rapport de vraiment mettre en vedette son staff, qui œuvre tous les jours pour rendre possible la démarche Act for Food. Donc en les présentant comme des super-héros, Carrefour a décidé de faire témoigner l'ensemble de ses collaborateurs. Et ça permet aussi de montrer que la RSE, en fait, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est vraiment aussi ce qui peut permettre d'embarquer les collaborateurs, parce que c'est la somme des actions de tous qui fait la trajectoire. Un autre acteur qu'on accompagne à l'agence, qui est un acteur B2B de la logistique et du transport, qui est Steph, a choisi sur son rapport de mettre en avant aussi des collaborateurs assez variés. Donc l'idée, c'est pas juste d'avoir le DG qui prend la parole dans l'édito, mais sur le rapport de Steph, on a un mix entre des équipiers qui travaillent sur le terrain, la directrice du développement durable, le DRH, avec à chaque fois des témoignages authentiques et incarnés de ces acteurs et de leurs actions en fait au niveau de la RSE. Un quatrième principe très important, qui est celui de créer des niveaux de lecture. Ça veut dire qu'il faut présenter les infos dans des formats qui sont différents selon le degré de profondeur dans lequel veut aller le public. Donc avoir une approche assez pédagogique, évidemment extrêmement bien structurée et rubriquer les choses, et aller du plus synthétique au plus détaillé. Donc, puisque tout à l'heure on recommandait de considérer le rapport RSE comme un voyage, munissons-nous d'un bon guide pour que chacun personnalise son voyage en fonction de son profil, de son temps et de ses points d'intérêt. Aujourd'hui, on voit, je reprends l'exemple d'un guide du routard ou d'un Lonely Planet. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de lire les 350 pages pour ensuite composer son voyage. C'est-à-dire qu'on va me dire, d'abord, est-ce que vous êtes une famille? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous avez un week-end? Est-ce que vous avez une semaine? Est-ce que vous avez un mois? On va me montrer tout de suite les incontournables, les choses à pas manquer, etc. Et puis voilà, je vais avoir plusieurs portes d'entrée dans ce document qui vont m'amener à l'info que je cherche en priorité. Donc ça, c'est un trait très important dans l'organisation du document. Donc on va l'illustrer sur des exemples. On a par exemple Orange, il y a quelques années, qui avait sorti un rapport où en fait il présentait la façon de créer de la valeur chez Orange. Que vous ayez 1 minute, 5 minutes, 15 minutes ou plus, ils avaient créé un contenu ad hoc pour présenter de manière très, très synthétique ou de manière plus développée l'essentiel de leurs promesses.
Le rapport Danone, on rentre dans le rapport avec un édito, un manifeste. Tout de suite, il y a un film de 3 minutes à peu près qui présente l'ensemble de la démarche. Donc pour les gens qui veulent s'arrêter là, avec un film de 3 minutes, ils ont l'essentiel. Derrière, il y a les 5 enjeux qui sont présentés, et ensuite deux piliers qui structurent la démarche de Danone, et ces piliers sont développés au fur et à mesure du rapport. Donc voilà, une entrée progressive et qui permet, si on n'a pas beaucoup de temps, d'avoir l'essentiel, et si on veut aller creuser dans les sujets, d'avoir toute la matière qu'il faut. Et évidemment, l'executive summary, qui est un exercice assez intéressant pour aussi présenter de manière hyper synthétique l'essentiel de la démarche et des promesses d'engagement que fait une entreprise. Donc, 5e point, utiliser toutes les possibilités créatives, à savoir la narration écrite et orale, les visuels, les photos, les schémas, l'audiovisuel, les facilités digitales. Donc, là, en fait, on trouve toujours dans cette idée d'efficacité, l'idée c'est de trouver la tonalité et le support qui va coller le mieux possible au message qu'on doit faire passer. Ça peut très bien être un message qui a besoin de pédagogie, et à ce moment-là, on va se tourner vers de l'infographie pour clarifier l'explication qu'on doit donner et visualiser un petit peu le schéma. Ça peut être des photos, parce qu'on sait très bien que en regardant une photo pendant 10 secondes, on fait passer énormément de messages. La photo peut être très parlante. On va capter l'ambiance, on va capter... enfin, on pourrait écrire un livre sur une photo. Hein. Donc, en 10 secondes, on fait passer énormément d'informations, d'où cette idée aussi de travailler sur une présentation mise en scène, mais du réel. Ensuite, on sait bien que par la vidéo, on peut aller chercher, si on a un discours dont la tonalité va être l'émotion, à travers la musique, à travers le rythme des images, de la franchise de l'interview, on peut aussi faire passer énormément de choses. En dehors du fond du message, on peut faire passer énormément de choses. Bon, et puis cet exemple aussi du podcast, où on va solliciter uniquement l'ouïe, et puis en dehors de l'interview, on peut avoir toute une ambiance sonore aussi qui va être un peu criante de vérité. Donc l'idée, c'est ça, c'est de trouver à chaque fois, d'ouvrir ses chakras et d'aller chercher vraiment la technique qui va être le plus adaptée à la tonalité qu'on veut donner à un message. Donc là, je vous donne un exemple d'un sujet un petit peu difficile, puisqu'il s'agit de la charte d'approvisionnement en peau et fourrure animale du groupe LVMH, qui est un sujet très, très, très sensible, où on a pris la décision de travailler avec une illustratrice, et on a fait une animation avec une tonalité assez neutre. Donc, je vous laisse découvrir le début du film. Nature inspires us and provides our designers with precious raw materials as the basis for the exceptional, long-lasting products our maisons are known for. So it's our duty to respect it. That's why we're committed to improving conditions all along our supply chain for animal-based raw materials, with 3 ambitious commitments: 100% traceability, ethical animal husbandry and trapping, and protection of the environment and people. These demanding... Donc, il y a effectivement, alors juste un point là sur le document LVMH, parce qu'on dit toujours que, on répète nous qu'il faut montrer la réalité, etc. Là, on voit bien que la réalité est un petit peu compliquée, mais il aurait fallu, ou alors, pour montrer la réalité, il aurait fallu être vraiment mettre des images
et on partait dans des coûts impossibles, d'aller dans les fermes de crocodiles un peu partout dans le monde. Bon, d'aller vérifier sur place, c'était un petit peu compliqué. Donc, d'où ce choix a été fait de l'illustration pour évoquer tous ces problèmes. Alors, un deuxième exemple, là où on est plus sur l'expérience du digital pour Auchan Retail, qui devait montrer la totalité de ces actions RSE en France, par exemple. Donc là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir choisir la porte d'entrée par rapport à un problème ou par rapport à un lieu qu'on veut connaître. C'est-à-dire qu'on peut soit rentrer par un thème, c'est-à-dire montrez-moi toutes les opérations qui parlent de qualité au travail ou de bonne alimentation ou d'environnement ou de solidarité. Soit, moi je connais très bien le Auchan qui est à Lorient et je vais concrètement voir quelles sont les actions qui sont autour de ce magasin que je connais très bien. Donc, et on peut voir tout ce qui se passe dans une région, dans un département, dans une ville, ou, comme je l'ai dit, rentrer par thème. Voilà. Donc toutes les possibilités sont là pour remplir votre panier. Et là aussi, c'est sur le digital, donc c'est un nouveau step. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout à fait faire une version print, tu peux lancer, ouais. Une version print et une version digitale déclinée qui soit extrêmement attractive et dynamique. Donc ça, c'est voilà, un des rapports qu'a fait Steph ces derniers temps, où on voit en fait qu'on peut, de manière extrêmement interactive, voir l'exhaustivité des rubriques et des contenus du rapport et décider de rentrer dedans. Voilà, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est une façon assez originale et nouvelle d'aller au cœur d'un rapport DD. Donc ça, c'est juste, ça c'est un outil, je rentre un peu dans la cuisine, ça c'est un outil qui est très pratique parce qu'on a un rapport en ligne qui fonctionne sur une adresse dédiée, et en même temps on a un format print et PDF qui est très proche de la version digitale dans lequel on retrouve de tout le multimédia dont on a besoin, du son, de l'image, etc., etc. Dernier principe, décliner, démultiplier. Ce qui n'est pas oublié aussi, c'est dès la conception du rapport, en fait, de penser aux utilisations externes et d'identifier en fait dès le début quels contenus vont être exportables, par exemple sur les réseaux sociaux, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient publics, ou bien quels events on va pouvoir créer autour du lancement, par exemple, du rapport. Quelques exemples. Heineken, il y a quelques années, au moment du lancement de son rapport DD, a fait une opération en fait RP. Ils avaient édité des bouteilles particulières avec des engagements qui étaient relayés sur le derrière de la bouteille, donc enveloppée. Et donc, ils ont mêlé ça, envoyé ça à des journalistes, des influenceurs, pour attirer justement l'attention sur la publication du rapport. LVMH, dont on a parlé tout à l'heure, a fait, au moment à la fois du lancement du rapport et de sa stratégie RSE qui s'appelle LIFE, une énorme conférence de presse, un énorme event où il y avait de l'interne et des journalistes invités, là aussi pour mettre l'accent sur le contenu qui était communiqué dans le rapport. Voilà, Android, c'est un exemple assez classique de contenus qui sont pris du rapport pour aller être dupliqués sur les réseaux sociaux sous forme de pastilles, de stories, de films. On a du contenu qui est extrêmement saucissonnable, cuttable et qui peut être travaillé pour communiquer sur les réseaux. En ouverture, on voulait vous montrer quelques exemples assez avant-gardistes de rapports qui utilisent les facettes créatives dont on a parlé avec Thibaut. Il y a quelques années, Pernod Ricard a fait un rapport qui était complètement vidéo en fait. C'est-à-dire que toutes les rubriques étaient faites de petits films
qui allait de 2 minutes à 4 minutes à 15 minutes en fonction des sujets. Et donc il n'y avait rien d'écrit, c'était que de l'audiovisuel, et on pouvait décider, ça rejoint des choses qu'on a dites, hein, d'aller chercher des contenus, un jour lire un chapitre, le lendemain lire un autre, décider de lire les chapitres courts ou les chapitres plus élaborés, mais en tout cas une facture assez étonnante pour un rapport DD. Vinci aussi a fait quelque chose d'assez intéressant il y a 2 ans, puisqu'ils ont fait le premier rapport DD qui existe sous forme de story. Donc avec un principe de story Instagram où les rubriques défilent et on décide d'aller piocher dedans, d'aller piocher les contenus. Et le dernier exemple est un exercice assez magistral qui a quelques années maintenant, il date de 2015. Heineken est allé chercher, Heineken qui est une société hollandaise, donc est allé chercher un rappeur en Hollande qui s'appelle Blackstar, et c'est lui qui présente en fait tout le rapport des dés de Heineken en rap. Il commence en disant Can I be frank? Et après il nous explique tout ce que fait Heineken, et vous allez voir que dans la tonalité, dans les choses qui sont montrées, en utilisant à la fois son phrasé rap et des visuels qui sont intégrés dans la vidéo, on a quelque chose qui est extrêmement détonnant et en même temps extrêmement informatif et complet, et tout sauf déjà vu. Can I be frank? Because Frank says dirt is a beautiful paradigm. He says it's something that has no place in our lives but under our shoes. He says it's also the incubator that unlocks life's basic necessities. As long as we follow the rules, dirt lets us access food, extract tools, and reap our barley and hops. So yes, he said, from dirt we get beer. Now, if you listen carefully, you can hear the hand of almost 10,000 farmers who try to stay as close to nature as they can. You can hear over 120,000 African smallholder farmers harvest local ingredients for local production. Meanwhile, you hear the sound of company growth going hand in hand with reduced water consumption. Not to mention carbon dioxide output reduction by using something like windmills or solar panels to power breweries. Frank said, you know, Frank, because it's tough. He's aware we're taking baby steps here towards the improvement of this beautiful sphere we call home, but many small steps add up to light years, so he upgrades the range of low alcohol beer and chills them in coolers that use less than half of the juice of coolers they had in 2010. Frank will tell you that it's his job to responsibly sell you the best beers in the world. Frank understands that selling 9 people 1 beer beats selling 9 beers to each, because they all get to go home feeling appreciative. Frank makes smart moves. Frank takes the byproducts of beer and sells it to farm because it turns out to be super nutritious for cattle. So now, instead of paying for the disposal of the byproducts, he makes a modest profit on what colleagues consider waste. On top of that, the farmers save money on food for livestock. Frank told me all this while he was pouring me one. It was as though his words had turned liquid and his story was now filling the glass he was handing me. I looked at the golden fluid behind the star and, for the first time, became aware of its transparency. He cares. But don't take my word for it. You can read it yourself. Let's get frank. Voilà, donc on voit que les sauts créatifs ne sont pas interdits et que on retrouve même un peu nos 6 principes dans ce document. Bon, bien sûr, derrière, il y a un rapport RSE qu'on peut consulter, mais l'essentiel du message est passé. Et puis, je pense que c'est un document qui a dû être partagé très, très largement. Voilà.
Voilà pour aujourd'hui. On vous souhaite une très très bonne journée et on vous dit à bientôt. Merci, au revoir.